Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Prévenstuff. Quel est le point commun entre Michel Berger, le chanteur, et Keizo Oguchi, Premier ministre japonais de 98 à 2000 ? Eh bien, ce sont deux victimes potentielles des conséquences du workaholisme. Le workaholisme, c'est un concept créé dans les années 70 qui contracte les mots anglais work pour le travail et alcoolism qui renvoie à la notion de dépendance. Dans la langue de Molière, on parle aussi d'ergomanie. Alors, le workaholisme, en pratique, qu'est-ce que c'est ? C'est un trouble qui n'a pas de définition consensuelle et plusieurs théories cohabitent pour expliquer le phénomène. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une addiction comportementale, comme l'addiction au jeu, ou alors est-ce qu'il s'agit plus d'un mode de fonctionnement liant perfectionnisme extrême et personnalité plutôt obsessionnelle ? Dans cette vidéo, on a choisi pour vulgariser de présenter l'approche initiale, c'est-à-dire celle des addictions comportementales. Ces addictions se développent à partir de comportements répétés à outrance qui ont pour but de procurer du plaisir ou de soulager un malaise intérieur. L'individu perd le contrôle et persiste malgré les conséquences négatives dans sa vie. Et ici, le comportement en question, c'est le travail lui-même. Les workaholics travaillent beaucoup et vraiment de manière excessive, surinvestis dans leur activité professionnelle, ils ont perdu le contrôle et travaillent par compulsion au détriment de leur santé ou de leur vie sociale et familiale. Certains en arrivent même à travailler en cachette. Mais du coup, est-ce qu'il y a des facteurs de risque de workaholisme ? Eh bien, la réponse est oui. Tout d'abord, un individu peut être prédisposé en raison de certains traits de sa personnalité, de sa tendance au perfectionnisme dysfonctionnel, de son histoire familiale, ou encore si le travail est vécu comme une véritable vocation, comme c'est souvent le cas dans le milieu sanitaire et social. Ensuite, certaines organisations du travail peuvent également constituer des facteurs de risque. C'est le cas pour les postes à responsabilité, lorsqu'il y a une incitation forte aux heures supplémentaires, ou encore à la compétition entre salariés au sein d'une entreprise. Enfin, l'environnement dans lequel évolue l'individu peut également jouer un rôle. On peut citer par exemple l'hyperconnexion moderne qui réduit la frontière entre vie personnelle et professionnelle. Il y a aussi la dimension culturelle, propre à certaines professions, mais aussi à l'échelle d'un pays, comme au Japon, où le karoshi désignant la mort subite par surcharge de travail y est reconnu comme maladie professionnelle. Alors, quelles sont les conséquences potentielles du workaholisme ? Eh bien, la personne souffrant de workaholisme peut être vue initialement par ses collègues comme une machine de guerre capable d'abattre des quantités herculéennes de travail. Cependant, derrière le masque, la réalité est tout autre. Car comme pour les autres addictions, les conséquences vont s'étendre sur les différentes facettes de la vie de l'individu. Côté santé, on retrouve des plaintes physiques non spécifiques comme des douleurs abdominales, des douleurs thoraciques ou des maux de tête. Mais également plus de coaddiction ou de syndrome anxio-dépressif allant dans le pire des cas jusqu'au suicide. Sur la sphère personnelle, le risque est le désinvestissement progressif des activités de loisirs et des temps familiaux, avec des conséquences documentées d'hausse de l'anxiété et des dépressions chez les enfants de personnes souffrant de ce trouble. Du côté professionnel, une personne souffrant de workaholisme est paradoxalement souvent insatisfaite au travail, avec des performances médiocres sans que ce soit une règle immuable pour autant. Cependant, des conflits peuvent survenir quand il s'agit de travailler en équipe, pouvant être liés au perfectionnisme extrême, à la rigidité, aux difficultés à déléguer ou encore à l'épuisement professionnel. Mais alors, que pouvons-nous faire face à ce risque si particulier ? Déjà, en parler autour de soi, car c'est avec plus d'informations que l'on préviendra le retard diagnostique. Le repérage peut passer par la consultation de santé au travail qui permettra d'interroger le rapport qu'entretiennent les salariés avec leur activité professionnelle. Il existe également des questionnaires d'évaluation qui permettent d'explorer le workaholisme. Ensuite, même si le trouble est déjà installé, il n'est jamais trop tard pour s'en occuper. Au besoin, médecins du travail, médecins traitants, psychiatres, psychologues et addictologues peuvent participer à la prise en charge. Les éventuelles maladies psychiques associées telles que dépression, anxiété ou coaddiction doivent être évaluées et traitées. Mais passé l'acceptation du trouble, le but sera de permettre la réadaptation à l'environnement professionnel afin de réapprendre à travailler avec plaisir. Les thérapies cognitivo-comportementales demeurent un des éléments clés de la prise en charge. Dans certains pays, à l'image des alcooliques anonymes, il existe même des thérapies de groupe, les work anonymes. Un facteur indispensable dans la prévention du workaholisme est d'agir dans l'entreprise avant que les problèmes ne se posent en interrogeant les conditions de travail dysfonctionnelles susceptibles de le favoriser. Cela peut passer par l'information au droit de déconnexion, bloquer les messageries professionnelles passées une certaine heure ou encore de mettre en place des fiches de poste qui permettent de cadrer les missions de chacun.
Certains peuvent même avoir recours à des mesures extrêmes. C'est le cas par exemple au Japon, où certaines entreprises diffusent même de la musique forte à la fin de la journée pour inciter les salariés à quitter leur poste à l'heure. Il est toujours bon de prendre le temps de se questionner sur son rapport au travail et ne pas hésiter à en discuter avec son médecin du travail. Il pourra faire la différence entre les salariés workaholiques et ceux qui travaillent trop en conséquence d'organisations de travail dysfonctionnelles, comme lorsqu'il y a un manque d'effectifs, que le droit à la déconnexion est virtuel ou lorsque les pratiques managériales sont, plutôt intrusives. Là encore, des actions en milieu de travail sont possibles, mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à la partager, à la liker, ça fait toujours plaisir, et surtout à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles aventures.